Au sens strict, non, puisque la loi de finances qui a été donc déposée pour 2011 maintient les crédits de la défense au même niveau que ceux prévus par la loi de programmation militaire. On est à 31,19 milliards d'euros, dont, je précise, 16 milliards pour les investissements, soit 1 milliard de plus que la moyenne de la précédente LPM. Alors toutefois, on peut se demander si ça sera le cas en 2012, puisque la France, comme vous le savez, est confrontée à une situation financière très difficile. L'an dernier, les dépenses ont dépassé, représenté le double de nos recettes, et d'inévitables restrictions budgétaires sont à attendre. La défense, dans tout ça, va être touchée, parce que c'est le troisième budget de l'État, après l'éducation nationale et le remboursement de la dette. Et on ne sent pas chez les Français, quand on les interroge par sondage, le désir de préserver ces crédits de défense. Au contraire, ils sont souvent cités comme ceux dont ils estimeraient la réduction moins pénible que d'autres budgets. C'est un peu le risque. L'outil de défense français, il faut le dire aujourd'hui, est un des quelques outils, une des quelques armées, si vous voulez, qui est parmi les plus efficaces au monde. On a une palette très complète d'outils militaires, armée de l'air, armée de terre, marine. C'est une armée qui s'est beaucoup modernisée depuis les années 90. La guerre du Golfe avait été un peu un signal fort. On s'était rendu compte qu'on était encore dans une logique de guerre froide. On a fait beaucoup d'efforts pour passer à une armée projetable, une logique un peu expéditionnaire. On a beaucoup modernisé. En Afghanistan, on le voit encore aujourd'hui, on continue ces modernisations en achetant les matériels qui nous manquent. Le risque, c'est qu'effectivement, à terme, ces restrictions budgétaires nous empêchent de poursuivre cette modernisation et rendent finalement l'outil militaire français moins efficace qu'aujourd'hui. Alors c'est toujours difficile, mais dans le cas de l'armée, c'est probablement possible en suivant deux pistes. La première, c'est de faire des choix capacitaires clairs, c'est-à-dire d'essayer peut-être de hiérarchiser nos priorités. On peut s'interroger, c'est un exemple, sur l'arme nucléaire. On a souhaité maintenir un volet à la fois marin et aérien, aéroporté pour nos forces nucléaires. On peut se demander si c'est encore utile dans l'avenir. On peut également s'interroger sur les effectifs de l'armée. Alors, je rappelle juste qu'au début des années 90, on était à peu près à 600 000 personnes au ministère de la Défense. La fin du service militaire en 1996 est passée par là. On est aujourd'hui à 300 000. Et le gouvernement a entamé une réduction des effectifs d'environ 54 000 postes d'ici 2012. Peut-être faudra-t-il envisager d'aller plus loin. Et ça pourrait passer par une distinction entre ce qui est le cœur de métier militaire, ce que fait l'armée, donc la guerre, et puis les fonctions de soutien qui pourraient continuer à être externalisées, éventuellement vers des sociétés privées. Alors, il est évident que si on fait des choix et qu'on abandonne certains pans de nos capacités, il faut évidemment les compenser par une meilleure mutualisation, une coopération avec d'autres États. Bon, je pense que, de manière générale, le Royaume-Uni semble être le partenaire le plus évident. Il a les mêmes capacités que nous, il a un niveau de défense un niveau de budget qui est à peu près similaire au nôtre. Et vous savez qu'à l'automne 2010, on va essayer de négocier avec lui des accords de coopération. Alors au-delà du Royaume-Uni, on peut se poser la question Union européenne ou OTAN. Évidemment, l'Union européenne, c'est un projet souhaitable. Depuis Saint-Malo en 1998, on a fait beaucoup d'efforts pour développer une Europe de la défense. Force est quand même de constater qu'elle reste encore aujourd'hui balbutiante. L'OTAN, au contraire, dans lequel la France a fait sa pleine réintégration l'an dernier, est une organisation qu'on peut critiquer. Il y a tout un côté bureaucratique dans l'OTAN qu'il faut sans doute réformer. Ça va être l'objet du sommet de Lisbonne cet automne. Mais il y a une véritable capacité opérationnelle, une véritable logique de partage des tâches. Et probablement l'OTAN est-il une solution pour mieux mutualiser notre défense. Alors, c'est une question qui est assez vaste. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis la sortie de la France de l'OTAN en 1966, la France a développé une politique étrangère sous le signe de l'indépendance nationale. Et effectivement, dans le cadre de la guerre froide, ça voulait dire s'éloigner un peu des intérêts des États-Unis pour développer une politique plutôt conforme à nos intérêts et à la construction de l'Europe.
On a fait le choix de revenir dans l'OTAN l'an dernier, et donc la question se pose de savoir effectivement si cela signifie un alignement sur les positions de Washington. Je ne le crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que depuis en fait, la sortie de l'OTAN jusqu'à sa réintégration, la France n'a cessé de se rapprocher de l'organisation, et nous avions, sans être membre à part entière de l'OTAN, une place effective dans les opérations de l'Alliance. Je pense à la Yougoslavie, je pense au Kosovo, et évidemment, je pense aujourd'hui à l'Afghanistan. Je vous rappelle que les 2500 soldats français qui sont présents sur le terrain afghan sont les seuls qui sont en théâtre d'opération. Ils sont complètement imbriqués dans l'organisation otanienne, aux côtés des forces américaines, qui sont très largement majoritaires dans cette coalition. Alors, à côté de cette réalité, et c'est ma deuxième réponse, il faut voir que l'implication dans l'OTAN ne signifie pas l'alignement sur les positions américaines. Par exemple, de l'intervention en Irak en 2003, qui a été décidée unilatéralement par les États-Unis dans le cadre d'une coalition ad hoc, eh bien, beaucoup de membres à part entière de l'OTAN, à commencer par l'Allemagne, n'ont pas suivi les États-Unis. L'OTAN reste un peu une alliance à la carte, où on n'est pas obligé de suivre à la majorité la volonté des alliés. Voilà, je crois que ces deux raisons-là militent pour une certaine modération en la matière. Il peut y avoir effectivement rapprochement, et c'est quand même ce qu'on a observé entre les positions françaises et les positions américaines sur beaucoup de dossiers. On peut penser à l'Iran. Il y a une grande convergence de vues entre nos deux États. Ça ne signifie pas, à mon avis, un alignement sur les positions américaines. Et en tout cas, le retour dans l'OTAN n'est pas la traduction de ce type d'alignement.